quand on arrive dans l'eau, on se sent toujours bien. Parce qu'on n'a plus le poids du matériel déjà sur les épaules, on est en apesanteur. Et puis à l'extérieur, souvent avec la combinaison, il fait chaud, donc quand on est dans l'eau, il y a une espèce de bain de fraîcheur là qui nous envahit, c'est très agréable. Et une fois ces premières sensations passées, on regarde un petit peu autour de soi pour voir où on se trouve. On descend, et puis là on aperçoit le tombeau externe. Et de l'autre côté, c'est du bleu, que du bleu. Et puis, il ne reste plus qu'à passion. Est-ce que les dauphins seront là? Est-ce qu'ils ne seront pas là? On va regarder partout, faut pas oublier, hein, parce que même si notre champ de vision est limité dans le masque, les dauphins ils peuvent apparaître de n'importe où. En bas, derrière. On regarde en surface aussi. Des fois on va entendre des sifflements, on va percevoir d'autres types de vocalisations, on va pas forcément les voir. On sait qu'ils sont dans les parages. On sait pas vraiment à quelle distance. Et puis d'un seul coup, on va lever la tête et on va apercevoir une silhouette, ou plusieurs, qui vont se rapprocher, qui vont se détacher du bleu, qui vont grandir. Et on va se poser la question de savoir s'ils vont rester à distance ou s'ils vont se rapprocher. Alors, je suis Pamela Carzon, je suis biologiste marin, dessinatrice et photographe et je travaille comme responsable scientifique depuis 2009 avec le groupe d'études des mammifères marins de Polynésie où je coordonne notamment les missions annuelles de suivi des mammifères marins dans les archipels des Tuamotu et des Marquises. Annuellement, on a un mode de vie typiquement nomade, hein, puisqu'on va essayer d'être au bon endroit au bon moment pour observer et étudier les animaux. Donc là, on vient juste de terminer notre saison marquise. On a passé 6 mois cette année dans l'archipel. On a passé beaucoup de temps à naviguer entre les îles pour recenser les mammifères marins. On a commencé à suivre certaines populations, certaines communautés de cétacés. Et on va enclencher là dans quelques jours notre navigation retour vers les Tuamotu où on va passer notre saison sur l'étude des grands dauphins à Rangiroa et des baleines à bosse à Makatea. Donc départ sur les Tuamotu, vers le centre des Tuamotu, atoll de Taanea, c'est un atoll désert. Ensuite on traverse les Tuamotu vers l'ouest, donc en Whaikarava, réserve de biosphère, et puis Rangiroa avec les grands dauphins. En tout à peu près 500 000 jusqu'à Taanea et encore 250 000 de Taanea jusqu'à Rangiroa. Donc en tout 750 000, à peu près 1300-1400 km.
Dans un bateau comme le nôtre, c'est vrai qu'il y a peu de place pour autre chose que l'essentiel. Et ça permet rapidement de faire le point sur ce dont on a réellement besoin. Souvent, on nous dit eh, alors les enfants, comment vous faites? Et je pense qu'il ne faut pas se faire du souci pour les enfants. Les enfants, c'est comme la vie sauvage. La liberté, ça leur va bien. Le voilier, c'est un peu comme un petit nid ou une coquille d'escargot qu'on transporte partout avec soi. Ça vit au rythme du vent, au rythme de l'eau. La vie en bateau, elle est pas routinière, elle est contraignante certes, mais pas de la même manière que la vie à terre. On est libre de choisir nos contraintes finalement, prendre les risques qu'on a envie de prendre. Il n'y a personne pour vraiment nous dicter sa loi, mais aussi il n'y a personne pour nous protéger du monde réel. Quand on est pris dans du gros temps au large, il n'y a personne qui est là pour vous tenir la main, vous rassurer ou appuyer sur le bouton et vous dire ça y est, c'est fini. Donc le monde réel, on le prend de plein fouet. Et des fois, c'est pas facile. Des fois, on aimerait bien se réfugier dans le giron de l'humanité, je dirais, et c'est pas possible. Vivre dans le monde des réels, pour moi, c'est accepter d'être confronté à ses limites, à ses propres insuffisances. Les moments difficiles de la vie en bateau sont surtout liés à la météo dans un premier temps et aux contraintes techniques. À la météo parce que quand on est dans un archipel aussi extrême que l'archipel des Tuamotu, qui est principalement constitué d'atolls, il y a peu de place, mine de rien, pour s'abriter, notamment à Rangiroa, où le mouillage est quand même très exposé. Et il suffit qu'il y ait un grain qui se lève en pleine nuit, que ça se mette à tourner à l'ouest, au sud-ouest ou au sud, ça devient impraticable, quoi, ça devient insupportable à bord et on peut pas se permettre de bouger parce qu'on sait que naviguer de nuit dans un atoll des Tuamotus, c'est vraiment le truc à ne pas faire si on veut pas y laisser son bateau, quoi. Donc dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on fait? On serre un peu les fesses en attendant que ça passe et on croise sur tous les doigts en espérant que le mouillage tienne bon, quoi, jusqu'au petit matin. Obéir au rythme des marées, des vents, du jour, de la nuit, de la lune, des courants, c'est retrouver une peau, retrouver des yeux, des oreilles, c'est retrouver un cerveau et le plaisir de s'en servir. La vie en bateau offre une plateforme exceptionnelle pour l'observation des animaux sauvages, des animaux marins. Je me souviens une fois, on est arrivé sous le vent du Nil, là, et on est tombé sur un groupe de baleines à bec, donc des mésoplodons de Blainville. C'est des espèces de cétacés qui ressemblent un petit peu à des dauphins, mais qui ne font pas partie de la même famille, et qui sont extrêmement difficiles à observer en milieu naturel parce que ce sont des cétacés qui vivent au large, qui restent très longtemps en apnée, qui plongent profondément et qui sont très souvent farouches vis-à-vis des embarcations. Donc on a arrêté le voilier. Je me suis préparée, j'ai glissé doucement en fait dans l'eau et là, grande surprise, il y a un des individus du groupe en fait qui est venu me tourner autour pendant quelques minutes. C'était la première fois que j'observais cet animal d'aussi près, je pouvais observer les détails, c'était incroyable. D'autant que c'est quand même des créatures assez énigmatiques, quoi, dont j'avais surtout eu connaissance à travers ce que j'avais pu lire ou à travers des photos. Donc là, quand tu te retrouves avec cette espèce d'extraterrestre devant toi, qui a l'air aussi curieux de toi que tu l'es de lui, j'avoue que quand je suis ressortie de là, il m'a fallu quelques temps pour m'en remettre, quoi. C'est vraiment incroyable. Donc une passe, qu'est-ce que c'est ?
C'est une espèce de faille, de tranchée naturelle dans le récif qui permet un échange permanent entre l'eau des lagons et l'eau de l'océan. Et souvent, en fait, cette alternance de courant va provoquer ce qu'on appelle un mascaret dans les passes. C'est-à-dire que ce sont des espèces de vagues qui déferlent en permanence et qui sont liées à la rencontre en fait entre le courant et l'eau de l'océan ou l'eau du lagon en fonction du sens du courant. Cette passe, elle a une particularité pour une communauté de mammifères marins, donc une communauté de grands dauphins, qui l'utilisent en quelque sorte comme une aire de socialisation privilégiée et qui vont venir tous les jours surfer et sauter dans les vagues du mascaret. Sur cette photo, on voit deux individus donc, qui appartiennent à la communauté de Tiputa, et j'irai même plus loin, en fait, ce sont deux individus résidents. Donc on peut voir quotidiennement sur la zone de Tiputa. À droite, on a un dauphin très marqué, TP03, qui est à l'heure actuelle le mâle dominant de la zone. Mais là, ce qui nous intéresse, ce serait plutôt le dauphin de gauche, en fait, qui lui est très peu marqué en l'occurrence, donc assez difficile à distinguer, qui est une femelle tout juste adulte, jeune adulte, dont le code est TP15 et le nom un peu plus cool, Joy. Au niveau comportemental, Joy, c'est une femelle qui est assez intéressante parce qu'elle va vraiment avoir tendance à tirer parti de tout objet nouveau, tout objet de curiosité qui se trouve dans son environnement. Et notamment, là, un morceau de plastique, donc un cerclage en nylon, on peut voir sur cette photo. On pourrait à première vue avoir l'impression qu'elle est coincée là-dedans et qu'il faut absolument aller la délivrer, alors qu'en fait pas du tout. Elle a trouvé ce cerclage dans son environnement, elle s'amuse avec. Là, elle s'en est fait ce qu'on pourrait qualifier de collier en fait. Et elle a sauté là, ce soir-là, elle a sauté dans la passe pendant 2 heures avec son cerclage en nylon attaché autour de la tête. Et le lendemain, on l'a revue, elle avait plus le cerclage et on a nettement vu sous l'eau des fois quand elle joue avec ce type d'objet qu'elle est capable de s'en débarrasser toute seule. C'est un jeu pour elle. C'est vrai qu'au début, la première fois où j'ai eu la chance de rencontrer ces animaux dans leur milieu, j'ai ressenti plus une certaine forme d'excitation brute. Des dauphins où tu contrôles plus rien, finalement, t'es juste dans l'irrationnel. Et tu profites finalement pas tant que ça de l'observation et encore moins de l'interaction si interaction il y a. Au fil du temps, avec évidemment la répétition des observations, les centaines de plongées, avec aussi l'acquisition de plus en plus de connaissances sur ces animaux, et notamment sur l'histoire personnelle de chaque dauphin, ce qui est quand même très très intéressant, le plaisir que je ressens à les observer et à les rencontrer dans leur milieu naturel a évolué. Je dirais, pour moi, d'une manière plus positive, plus enrichissante, plus rationnelle. C'est une espèce de plaisir rationnel, en fait, aujourd'hui, que je ressens, observer, à étudier ces animaux dans leur milieu. Parce que, quand je les vois, j'ai toutes ces connaissances. Alors déjà, savoir qui est qui. Même des fois, quand tu as 12 ou 15 dauphins, bim, 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 tu scannes le groupe. Ok, tel individu est là, tel dauphin est là. Au bout de 30 secondes, tu sais... qui est là, donc ça c'est super intéressant. Donc tu sais qui est avec qui aussi, mais des fois tu peux mettre le doigt sur des choses qui te paraissent incohérentes par rapport aux associations que tu as observées précédemment ou par rapport à l'histoire de chaque dauphin. Tu vas être capable de mieux apprécier les comportements, de mieux comprendre et de mieux apprécier les comportements que tu observes, et surtout de mettre le doigt sur des choses un peu, des comportements inhabituels, des choses un peu exceptionnelles. Parce que connaissant d'une certaine manière ces animaux, tu vas avoir une vision beaucoup plus détaillée, beaucoup plus intime et beaucoup plus enrichissante de leur univers. On peut déplorer le fait qu'à Rangirois, les centres n'utilisent pas la situation exceptionnelle d'observation des dauphins en plongée pour sensibiliser leurs clients.
Il y a beaucoup de publicité qui est faite autour du fantasme dauphin, le dauphin mon ami, le dauphin vient vous voir, faites un selfie avec un dauphin, etc. etc. Mais finalement, les gens repartent d'ici, la plupart du temps, sans avoir de connaissances réelles sur ce qu'est un dauphin, et un dauphin sauvage en particulier. Il y a des risques à annuler la distance naturelle de sécurité qu'un animal maintient naturellement avec l'homme. Il y a pas mal d'endroits dans le monde, que ce soit avec des dauphins, avec des primates ou d'autres types d'animaux où il y a eu des accidents parce que les animaux étaient habitués à la présence humaine, trop habitués. Le problème, c'est qu'on a construit notre imaginaire autour de séries télévisées ou de films qui ne présentent pas le dauphin en tant qu'animal sauvage, mais qui met en scène des animaux dressés, qui ont été dressés pour adopter tel ou tel comportement dans le cadre d'un scénario, quoi. Un dauphin, dans son milieu naturel, c'est un animal social qui a des comportements extrêmement complexes, dont on perçoit une petite partie, mais dont la grande majorité nous est encore inconnue. On sait que les dauphins sont capables de comportements qui pourraient nous choquer. Souvent, on a tendance à se focaliser sur le positif. Quand il s'agit du dauphin, on a tendance à éluder le négatif, à occulter le négatif, mais il y a aussi des histoires de viols entre dauphins, de kidnapping de dauphins, de dauphins qui tuent d'autres espèces de dauphins. C'est pas toujours rose la vie d'un dauphin. Et surtout, le dauphin, il vit dans un monde qui est tellement différent du nôtre qu'il a certainement une perception de l'être humain sous forme de snorkeleur, sous forme de plongeur, qui ne correspond pas du tout à nous, l'idée qu'on s'en fait. Dans l'absolu, à partir du moment où tu vois quelque chose et tu dis « Ah bah tiens là, j'ai l'impression que le dauphin a essayé de me faire peur » ou « j'ai l'impression qu'il m'a regardé dans les yeux, etc. » Forcément, c'est de l'anthropomorphisme. On voit ça avec notre vision d'être humain absorbée par notre propre ego, quoi, d'une certaine manière. Donc, Partager le monde avec les animaux, c'est au minimum se poser des questions sur ce qu'ils sont. Et on ne peut pas comprendre ce qu'est un animal si on ne se penche pas sur son monde mental, sur son univers mental, sur sa façon d'habiter le monde. Je pense vraiment qu'il est primordial, pour mieux connaître une autre espèce, de s'intéresser à la nature de ses perceptions. Nous, en tant qu'êtres humains, on est principalement visuel, mais c'est loin d'être le cas de la plupart des autres espèces. On peut donc difficilement imaginer ce qu'est le point de vue d'un papillon, d'un poulpe, d'un dauphin. On est le fruit d'une évolution. Et notre perception du monde, finalement, s'est construite autour de nos sens. Et ces sens ont limité notre perception à nos besoins. Comment comprendre ce monde mental, le monde de l'autre, celui qui nous échappe, ce monde mental d'une créature qui ne vit pas dans le même environnement physique que nous et qui n'a même pas les mêmes organes de perception que nous. Notre grand problème, c'est qu'on a tendance à voir le monde de manière anthropocentrique. Et que pour se rapprocher de ce que pourrait être la réalité d'un dauphin, par exemple, il faudrait plutôt qu'on prenne du recul par rapport à nous-mêmes et qu'on tente de voir le monde de manière delphinocentrique. Un dauphin habite un monde de dauphin, avec ses émotions de dauphin, ses stratégies de dauphin. Ses émotions et ses stratégies que lui permettent en fait sa morphologie essentiellement et sa perception du monde. je pense que le fait qu'on ne sache jamais comment le dauphin perçoit son monde n'est pas forcément frustrant, non. Ça lui laisse une part de mystère, comme pour toutes les autres espèces. Et c'est pas parce qu'on ne maîtrise pas totalement ce qui nous entoure que c'est pas fascinant, que c'est pas intéressant, que c'est pas enrichissant. Non, la science, elle va essayer de nous rapprocher de la réalité, mais elle n'a pas non plus toutes les réponses. Donc je trouve ça très très intéressant d'utiliser cet outil qui est la science pour prendre un petit peu du recul et essayer d'avoir une vision la plus objective possible. Mais dans tous les cas, on ne saura jamais exactement. Voilà, on n'aura pas de réponse à toutes les questions qu'on se pose, ça c'est sûr.
que j'adore, moi, c'est le petit matin, quand le soleil se lève, on prend le petit déjeuner dans le cockpit, et on va les observer, on les dérange pas du tout, hein. On va les observer qui socialisent entre eux, on entend leur souffle, c'est vraiment super, c'est incroyable. On a vraiment l'impression d'être intimement intégré dans le monde des baleines en fait à Makatera, et ça c'est quelque chose qui est extraordinaire, je trouve. Les baleines, on pourrait penser a priori pataudes et énormes et lourdes, en fait se déplacent avec grâce et sont d'une légèreté dans l'eau qui est incroyable. Habiter le même monde, c'est trouver sa place et donner la place à l'autre dans ce monde que nous habitons, que nous avons en commun. En oubliant de laisser une place à la vie sauvage, on oublie aussi de laisser une place à ce que nous sommes réellement. Notre supériorité, celle de notre espèce sur les autres espèces, repose à l'évidence d'abord sur une grande ignorance, mais aussi sur une représentation du monde qui nous arrange parce qu'elle nous autorise. Quand je croise des mammifères marins, moi ce qui me fascine et ce qui m'intéresse, c'est leur manière d'habiter le monde. En tout cas, quand je les regarde, je me sens pas du tout obligé de les posséder ou qu'ils me ressemblent pour m'émerveiller. Au contraire, en fait, en réalité, ce qui m'émerveille le plus, c'est plus leur différence que leur similitude avec moi. La vraie question, en fin de compte, c'est de savoir la place qu'on va laisser à l'autre, à ce qui n'est pas nous, au sauvage, à ce qu'il y a d'imprévisible, de nomade, de non domestiqué dans la nature et peut-être aussi finalement dans notre propre pensée.